dit de la situation dans laquelle est la ville de Paris, c'est deux choses. La première, c'est l'état déplorable de la dégradation de ce qu'on appelle le bâti scolaire. Vous avez aujourd'hui près de 30% du bâti scolaire qui est à Paris, donc des écoles, qui est dans une situation qui est sur le plan sanitaire, sécuritaire, qui n'est pas dans une bonne situation. Beaucoup de parents, beaucoup d'associations de parents d'élèves déplorent cela auprès de la ville de Paris. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est ce qu'a dit Hélène, c'est la situation de propreté dans laquelle est la ville de Paris. Il faut savoir quand même que la ville de Paris aujourd'hui emploie, je crois, de mémoire, près de 55 000 personnes dans la ville de Paris. Et pour autant, les rues ne sont pas propres. La propreté est l'un des vrais problèmes dans la ville de Paris. Et c'est aujourd'hui l'une des villes et une des capitales européennes les plus sales des pays européens selon les classements. Donc aujourd'hui, comment on peut expliquer que la ville de Paris emploie autant de gens et pour autant sur la question de la propreté qui du coup a des impacts dans les écoles, qui a des impacts aussi dans les EHPAD. J'avais vu aussi dans le cadre de la préparation de l'émission, j'avais vu aussi que ce cas-là était arrivé dans le cadre d'EHPAD. On se retrouve avec des rongeurs dans les EHPAD sur les lits des patients. Enfin, ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, c'est ça le vrai problème, c'est propreté et dégradation du bâti scolaire dans la ville de Paris. Et en plus, c'est un peu un bingo cette affaire, si je puis me permettre, parce qu'on apprend aussi dans cet article du Parisien que ce qui pourrait avoir amené les rats jusqu'à cette école, c'est un chantier qui se trouve juste à côté. Donc, quiconque a traversé Paris. En plus qu'occupe une partie des islamistes auprès des mineurs. Ça, c'est un sujet. Alors, effectivement, on n'est pas dans le cadre d'un périscolaire, par exemple, où on est sur des publics très jeunes. Mais il faut quand même rappeler qu'en 2023, Gérald Darmanin avait sorti la liste des projets d'attentats qui avaient été déjoués. Et il avait révélé que 80% des projets d'attentats à caractère islamiste étaient perpétrés par des mineurs. Quand on sait que l'ASE, par exemple, accueille des enfants qui sont fragiles, qui sont vulnérables, qui sont dans des situations sécuritaires, psychologiques, qui sont dramatiques, tout a été dit sur ce sujet-là, il est possible que parfois, dans certains cas, des personnes qui font de l'entrisme sur les questions islamistes utilisent ces publics-là et ces enfants-là pour perpétrer leur idéologie et pour commettre des attentats. Tout en rappelant aussi qu'il faut rappeler que sur les fichiers S pour islamisme, 20% aujourd'hui des fichiers S pour islamistes sont mineurs. C'est quelque chose qui monte de plus en plus. Vous avez des mineurs qui sont ultra radicalisés sur la religion islamique. C'est un vrai sujet. Et donc cet amendement ne vise pas forcément tout ce périmètre-là, mais n'est pas de nature à lutter contre cette menace, qui est une menace aussi qui va avoir lieu sur la question de la protection de l'enfance. Il ne faudrait pas que, effectivement, sur la protection de l'enfance, c'est surtout les questions sexuelles, etc. Mais il y a la question de l'islamisme qu'il faut traiter. Et là, cet amendement, effectivement... Oui, la question qu'on se pose, et Hélène l'a posée aussi, c'est comment on protège mieux nos enfants. Là, on est face à une montagne. En fait, ça aurait dû empêcher la mort de Liana. Il aurait dû être identifié, il aurait dû être entendu, arrêté, peut-être même placé en détention. Et ça n'a pas été fait. Je peux comprendre aussi qu'elle a envie de demander des comptes aujourd'hui, la mère de Rosa. Quand on laisse aujourd'hui une culture d'impunité dans notre pays parce que la justice ne juge pas assez vite ou ne juge pas assez fermement certains délinquants, certains criminels, et que ça crée de la récidive, c'est la double peine pour les victimes, puisqu'elles sont victimes une première fois et puis une deuxième fois parce que le récidiviste n'a pas été empêché par la justice. Et donc, comme vous l'avez très justement rappelé, elles ont une forme de faute morale qui ne doit pas avoir, qui n'a pas lieu d'être en réalité sur leur affaire. Et je pense que ça vient avec ce sujet de la responsabilité des magistrats qui doit être posé dans notre pays. C'est aujourd'hui insupportable que l'un des seuls corps de la fonction publique soit aussi peu contrôlé, aussi peu sanctionné. Il faut quand même rappeler qu'il y a moins de 10 enquêtes contre des magistrats, 10 blâmes contre des magistrats par an depuis la fin des années 2010. C'est insupportable. Alors que quand vous comparez sur d'autres fonctions, que ce soit enseignants ou même policiers, en policier, vous avez 900 enquêtes par an qui sont diligentées par l'IGPN, qui contrôlent la police. C'est pas possible dans notre pays d'avoir aujourd'hui un corps de la magistrature qui soit aussi peu sanctionné, aussi peu contrôlé. Et donc c'est normal que les parents des victimes, que les victimes se retournent contre l'État, se retournent contre les magistrats pour demander aujourd'hui des comptes, comme l'a dit Georges Fenech. Ouais. Ce qui est nouveau aussi maintenant, c'est que les victimes, les familles de victimes, elles prennent la parole, elles parlent. Et ça, c'est vraiment un fait nouveau qu'on a constaté ces derniers mois, ces dernières années. La mère de Rosa devait être reçue à Matignon une première fois la semaine dernière. Ça avait été reporté, sans doute pour des questions d'agenda. Un autre rendez-vous avait été... Des droites sera possible et pensable pour permettre ensuite une convergence des vues patriotes. Vous avez raison, Paul, quand vous rappelez qu'effectivement, sur la question des électeurs, et non pas des militants, mais des électeurs, qu'il y ait une frange encore de l'électorat
conservateur qui, effectivement, est plus hostile au Rassemblement national qu'au reste de la gauche, c'est vrai. Au niveau des militants, c'est moins vrai. C'est-à-dire que les militants sont plus à droite que les électeurs. Il n'y en a plus beaucoup des militants. Mais c'est vrai qu'il y a quand même encore 100 000 quand même. Donc c'est quand même à prendre en compte. Le deuxième point aussi, moi, que je vois, c'est que Jean-François Copé, la difficulté franchement, de son discours et sa contradiction, c'est qu'il a porté pendant des années la droite décomplexée. Ouais. Il a porté même le nini entre le PS de François Hollande et le FN de Marine Le Pen. À l'époque, on disait aucune voix pour le FN, aucune voix pour le Parti socialiste. C'était les élections municipales de 2014. Donc on ne comprend pas aujourd'hui, ou même les régionales de 2015, on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi il met ce signe égal entre le RN et LFI. Et enfin, le dernier point, me semble-t-il, et je pense que c'est ce que vous disiez, Paul, tout à l'heure, c'est l'un des sujets, c'est qu'est-ce qui se passera au 3 mai 2027, alors que l'on a assisté depuis des années et que l'on va assister pendant la campagne présidentielle à une convergence idéologique entre les républicains qui adoptent et qui se rapprochent des thèmes du Rassemblement national et des thèmes d'Éric Zemmour sur les questions sécuritaires et migratoires et régaliennes en général, mais également que le RN se rapproche des thèses de LR sur les questions économiques. Donc vous avez une convergence des doctrines globales au sein des deux appareils politiques. Est-ce que ça va se traduire par une victoire électorale le 3 mai 2003 et surtout à une application du programme? Parce qu'ensuite, après, il faudra s'atteler au Conseil constitutionnel. C'est tout l'enjeu et toute la question. Vous avez raison là-dessus, mais la raison qui explique tout ça, c'est qu'on continue d'avoir en France un fossé qui reste infranchissable. Il faudrait en effet un débat éclairé. En quelques secondes, et je souscris à ce qui a été dit, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les progressistes, beaucoup de guillemets évidemment, nous expliquent que parce que la société évolue, le droit doit évoluer. Mais pour autant, ces mêmes progressistes, donc c'est-à-dire qu'il faut aller vers PMA pour toutes, puis ensuite la GPA, etc., etc. Pour autant, ces mêmes progressistes, lorsqu'il y a une évolution de la société que l'on peut tous constater sur l'ensauvagement de la société, l'ultraviolence, la barbarisation, le fait qu'on ait des actes qui sont de plus en plus violents, qu'on ait plus d'agressions dans notre pays, ces mêmes personnes et ces mêmes juges, en l'occurrence, même Cour suprême, Conseil d'État, Cour de cassation, Conseil constitutionnel, nous expliquent que, ah non, il ne faut pas faire évoluer le droit lorsqu'il y a des propositions de loi ou des projets de loi qui sont plus durs par rapport à l'évolution de la société. C'est un contresens quand même qu'il faut souligner de la part des progressistes et d'une partie des cours suprêmes. Il nous reste un peu plus de 5 minutes, on a 2 petits sujets un peu plus légers pour finir. D'abord, je voulais qu'on parle rapidement du film autour de De Gaulle, enfin des films, il y en a 2. Oui. Georges, vous me disiez, vous allez le voir ce soir. Oui, je vais aller voir le premier ce soir. Paul a adoré ces films, il y a de plus en plus de Français qui... Vous allez aussi avant le match. Alors on va parler du match justement dans un instant, mais dites-nous en quelques mots pourquoi vous pensez que